Ce matin et à accent grave, mon SUV avait disparu. Mon petit frère m'a appelé, Frangine, j'ai une nouvelle vie maintenant. J'ai pris l'argent, j'ai vendu la maison. Bonne chance. Je n'ai rien dit. J'ai passé un seul appel téléphonique. Le lendemain matin, la police était à ma porte. Si vous pensez que la famille ne devrait jamais franchir la ligne de la trahison, abonnez-vous à notre chaîne, et laissez un « j'aime » pour soutenir la vraie justice. Maintenant, plongeons au cœur de l'histoire. Je m'appelle Loi Dunn, j'ai 32 ans, et je travaille comme ingénieur des systèmes d'exploitation. Chez Amtrak, un poste où la précision absolue est essentielle. Mais à exactement 6h50, en ce lourd matin de juillet à Wilmington, dans le Delaware. Mon monde si bien calculé s'est effondré, au moment même où la porte du garage s'est levée dans un grincement. L'emplacement en béton, où mon SUV Ford Explorer bleu foncé stationné d'habitude, était totalement vide, ne laissant derrière lui qu'un silence glacial. Avant même que mon cerveau ne puisse assimiler le vol du véhicule, mon téléphone a vibré violemment dans ma main. J'ai répondu, et le rire de mon propre frère a traversé la ligne, froid, et totalement dépourvu de remords. Il m'a annoncé sans détour qu'il avait vidé jusqu'au dernier centime de mon héritage de 450 000 $, déposé des documents en ligne pour saisir ma maison, et qu'il filait déjà à toute allure vers la frontière de l'État, avec sa maîtresse. Il s'est moqué de mon silence, pensant m'avoir complètement brisé. Je n'ai pas versé une seule larme, et je n'ai pas non plus gâché mon souffle à me disputer. J'ai simplement appuyé sur la touche pour raccrocher, j'ai pris une lente inspiration, et j'ai immédiatement composé le numéro du seul homme capable de démonter tout son plan, grâce à une simple vérification d'autorité. 10 minutes. Après que cet appel brutal a été interrompu, je me suis précipité à l'intérieur, dans le petit bureau du rez-de-chaussée, pour vérifier le tiroir du meuble de classement. Mes mains ne tremblaient pas lorsque j'ai ouvert la lourde structure métallique. Mais le vide glacial qui m'attendait à l'intérieur m'a donné un frisson violent. Le long de la colonne vertébrale. Chaque document établissant mon identité légale et ma sécurité financière avaient été systématiquement effacés. L'emplacement doublé de velours, où je conservais la carte grise de mon SUV Ford Explorer, était vide. Et juste à côté, la grande chemise cartonnée contenant l'acte de propriété original de ma maison avait complètement disparu. Je suis tombé à genoux pour vérifier le petit coffre-fort numérique caché sous le bureau, pour découvrir que sa lourde porte en acier pendait grande ouverte, la clé d'urgence étant laissée pendante dans la serrure. Ébrouement Edwin avait volé mon passeport, mon acte de naissance, et même le portable personnel argenté qui contenait tous mes journaux opérationnels actifs d'Amtrak, ainsi que mes mots de passe financiers. C'était l'exécution calculée d'une trahison familiale, perpétrée par quelqu'un qui savait exactement où je cachais les clés de ma vie. Avant que le poids de cette dévastation ne puisse me paralyser, le grondement grave et familier d'un moteur V8 modifié a résonné depuis l'allée de gravier, à l'extérieur. Je me suis levé, et j'ai regardé à travers les stores de la fenêtre, alors qu'une camionnette noire délavée s'arrêtait devant le porche d'entrée. La portière côté conducteur a grincé bruyamment, lorsqu'elle s'est ouverte. Le frère de mon défunt mari, Nicolas, qui était également un ancien inspecteur de police, en est sorti d'un pas lourd mais délibéré, apportant instantanément un sentiment d'ordre absolu dans mon matin chaotique. Il n'a pas perdu de temps à frapper à la porte d'entrée, car il possédait déjà un double des clés, et il est entré directement dans la cuisine, en tenant une gourde isotherme d'eau glacée. Dès que Nicolas a posé le pied dans la maison, il a froncé les sourcils face à l'atmosphère étouffante, et s'est immédiatement dirigé vers le thermostat pour allumer la climatisation centrale, permettant à l'air frais et vif de combattre la chaleur moite et oppressive de ce mois de juillet dans le Delaware, qui s'infiltrait par le garage ouvert. Il a regardé mon visage pâle, a délicatement glissé la gourde froide entre mes mains, et m'a forcé à m'asseoir à la table en bois de la salle à manger. D'une voix calme et autoritaire,
forgé par des décennies d'enquête criminelle. À haut risque, il m'a dit que paniquer était exactement ce que les voleurs attendaient de moi, et que nous étions loin d'être démunis dans cette situation. Il a tendu le bras à travers la table, a serré fermement mon épaule, et m'a rappelé le bouclier de protection crucial que nous avions mis en place, il y a exactement 3 ans. À la suite du décès tragique d'Arthur, Nicolas avait passé des semaines à me 9/11. convaincre de sécuriser mon héritage The face aux peony inévitables blooms with désastres charming financiers petals and a colorful fragrance de mon near a frère, wooden en créant une cottage. fiducie creating a irrévocable et inattaquable. Il m'a rappelé qu'en tant que tiers administrateur officiellement désigné, il détenait l'autorité légale ultime sur chaque bien lié à cette propriété, ce qui signifiait que absolument rien ne pouvait être légalement vendu, transféré ou hypothéqué sans sa signature notariée explicite. Retrouvant une certaine clarté d'esprit, je me suis levé, et j'ai guidé Nicolas vers la lourde porte en bois qui ouvrait sur l'escalier sombre de la cave. The Nous sommes hibiscus descendus dans blooms cette with pièce bright souterraine en petals and béton, a colorful où la fragrance around a tranquil température backyard, ambiante chutait creating a considérablement, calming en and beautiful passant devant des natural rangées de atmosphere. vieux bacs de rangement, jusqu'à atteindre le coin caché derrière le chauffe-eau. Adossé au mur de fondation solide, se trouvait un coffre-fort ignifuge professionnel massif, auquel Edwin n'avait jamais pu accéder, car la combinaison principale était conservée dans la seule mémoire de Nicolas. Le frère de mon défunt mari s'est avancé, ses doigts usés faisant tourner le cadran mécanique vers la gauche et la droite avec une précision rodée, jusqu'à ce qu'un déclic métallique lourd résonne dans la cave silencieuse. Il a tiré la lourde porte en acier, a plongé la main vers l'étagère en velours pour y récupérer une enveloppe étanche scellée, ainsi qu'une clé USB 2. Sauvegarde numérique sécurisée et cryptée. Portant le sceau holographique de plus haute sécurité du bureau des enregistrements du comté de Newcastle. Alors que Nicolas brandissait la clé, un sourire mince et acéré est apparu sur son visage, et il m'a assuré à voix basse que mon frère venait de tomber la tête là. Première dans un piège fédéral massif, qu'il avait lui-même tendu. 2 heures plus tard, alors que nous étions assis à la table à manger, le lourd soleil de juillet a commencé à percer à travers les stores. La lumière intense éclairait les poussières dansant dans l'air chaud, projetant de longues ombres nettes sur la surface en chêne verni, où reposait désormais notre clé de sauvegarde familiale. En fixant ce petit morceau de plastique, j'ai senti une vague d'amertume déferler sur moi, alors que mon esprit me replongeait dans les années épuisantes passées à gérer Edwin. Depuis la mort soudaine de nos parents dans un accident de la route, j'avais The peony blooms with naturellement gentle pris le rôle de petals and a protectrice, colorful sacrifiant fragrance ma in the propre fresh jeunesse et spring ma breeze. tranquillité d'esprit pour stabiliser sa vie chaotique. Comme j'étais sa sœur aînée, je ne voyais pas ces échecs constants comme de la malice, mais comme une simple immaturité, pouvant être corrigée avec suffisamment de patience et de soutien financier. Cette indulgence naïve s'est avérée être ma plus grande erreur, car Edwin a rapidement appris à considérer mon The salaire geranium durement gagné blooms with et la graceful stabilité petals de and a ma gentle fragrance beneath the carrière golden comme son sunset, filet de creating a sécurité calming personnelle. and beautiful natural Rien atmosphere. qu'au cours des 5 dernières années, il avait lancé et totalement ruiné 3 entreprises différentes, ici même, dans le Delaware. En commençant par un service désastreux de location de voitures de luxe, qui a englouti 45 000 $ de mes économies en moins de 6 mois. Lorsque cette affaire s'est effondrée, il a supplié pour obtenir une autre chance, m'incitant à liquider une grande partie de mes stocks options pour financer un atelier de réparation informatique haut de gamme qu'il a The abandonné. petunia blooms with elegant Dès la petals première and a échéance du charming loyer fragrance commercial. under the morning sunlight, Sa creating a troisième calming tentative, and une beautiful agence natural atmosphere. de marketing spécialisé, s'est soldé par une montagne de dettes de cartes de crédit à taux élevés, me trouvant obligé d'intervenir auprès des agences de recouvrement pour préserver notre nom de famille de la honte publique. À chaque fois qu'il se retrouvait au fond d'un gouffre financier, il revenait en rampant dans cette maison, utilisant des larmes de crocodile et de fausses promesses de rédemption pour vider mon compte courant. La dynamique de son comportement irresponsable a pris un tournant bien plus dangereux il y a 6 mois, marqué par l'arrivée de la maîtresse d'Edwin, Victoria.
Cette femme plus âgée et calculatrice dirigeait un cabinet de conseil numérique. Prédateur près du port, et elle a immédiatement vu en Edwin un pion facile à manipuler, pouvant lui donner accès à un patrimoine beaucoup plus important. Sous son influence toxique, mon frère a cessé d'être un simple paresseux sans ambition, pour se transformer rapidement en un criminel agressif et prétentieux, qui jalousait ouvertement ma réussite professionnelle chez Amtrak. Victoria alimentait soigneusement ses insécurités profondes, lui murmurant sans cesse à l'oreille qu'il était le copropriétaire légitime de notre bien familial, et que mon contrôle légal sur l'héritage relevait de la tyrannie. Elle lui a fourni le plan sophistiqué de cette trahison, remplaçant sa panique impulsive, habituelle par une malveillance froide et systématique, visant à me dépouiller de tout ce que je possédais. Pendant que je restais plongé dans ces souvenirs douloureux, Nicolas a apporté son ordinateur portable de police, et y a connecté la clé numérique cryptée, afin de lancer un diagnostic complet de l'historique de mon réseau. Ses doigts expérimentés bougeaient méthodiquement sur le clavier, ses yeux perçants, balayant des lignes de données de pare-feu complexes, jusqu'à ce qu'une série de connexions administratives anormales attire notre attention. La trace numérique a révélé qu'Edwin avait piraté mon appareil personnel il y a exactement 3 mois, en utilisant un enregistreur de frappe matériel espion, pour suivre mes saisies quotidiennes, et récolter systématiquement mes identifiants bancaires principaux. Il avait choisi de lancer son attaque malveillante pendant mes gardes de nuit au dépôt ferroviaire, sachant que je serais complètement déconnecté de mon réseau domestique pendant plusieurs heures d'affilée. Victoria avait même utilisé ses serveurs d'entreprise pour effectuer des transactions de tests sur mes comptes, s'assurant ainsi que leur frappe financière coordonnée s'exécuterait sans accroc, lorsqu'ils décideraient enfin de fuir l'État. Voir un tel niveau de tromperie préméditée, étalé noir sur blanc dans ce code froid, a brisé le dernier morceau de mon cœur, dissolvant complètement tout sentiment d'obligation fraternelle que j'avais encore envers lui. À 13h cet après-midi-là, Nicolas m'a emmené directement au commissariat de police du comté de Newcastle. Le bâtiment en briques se dressait, froid et imposant face à la lourde chaleur estivale, ses couloirs silencieux sentant légèrement la cire à parquet et le café industriel. Nous sommes passés directement devant la réception pour entrer dans un bureau vitré et sécurisé, dans l'aide des crimes financiers, afin de présenter nos preuves numériques. L'enquêtrice principale chargée de mon dossier d'urgence nous y attendait. L'agent spécial Cynthia. C'était une femme impressionnante, au regard perçant et à l'attitude extrêmement professionnelle, qui faisait comprendre d'emblée qu'elle ne tolérait aucun écart dans sa salle d'interrogatoire. Elle nous a accueillis avec une poignée de main ferme et broyeuse, et a immédiatement pris la clé de sauvegarde cryptée des mains de Nicolas, pour la brancher sur son terminal sécurisé. Cynthia a examiné les fichiers numériques que nous avions récupérés dans le coffre de la cave, ses yeux perçants balayant les actes de propriété, authentifiés avec une précision calculée. Après avoir comparé les journaux de données pendant plusieurs minutes, elle s'est adossée à son fauteuil en cuir, et nous a exposé les détails juridiques exacts de ce qui s'était passé pendant la nuit. Elle a révélé qu'Edwin avait soumis un acte de cession frauduleux via le portail en ligne de l'État, tentant d'obtenir en urgence un prêt hypothécaire de 150 000 $ sur ma propriété. Cependant, son plan arrogant lui avait explosé au visage, car ma fiducie irrévocable possédait un système d'alerte antifraude automatique, qui a immédiatement signalé la transaction. Le système a rejeté le dossier numérique dès qu'il a détecté un sceau notarial numérique invalide, ainsi qu'un certificat de cryptage non reconnu provenant de son serveur local. Cynthia nous a expliqué que, tandis qu'Edwin pensait fêter un vol réussi, l'institution financière avait déjà gelé la procédure, avant même qu'un seul dollar ne quitte le coffre. Dans les 20 minutes qui ont suivi, l'enquête est passée d'un simple litige immobilier local à une chasse à l'homme inter-État, alors que Cynthia se connectait à la matrice fédérale de suivi routier. Les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation, le long du corridor nord de l'Interstate 95, venaient
d'obtenir une correspondance positive pour mon véhicule disparu. Mon SUV Ford Explorer bleu foncé avait dépassé la frontière de l'État de New York et roulait désormais à toute allure sur l'autoroute côtière, en direction de la banlieue de Boston, dans le Massachusetts. Les journaux de suivi en temps réel indiquaient que le véhicule se déplaçait de manière erratique, suggérant que ses occupants cherchaient désespérément à atteindre leur destination finale avant la fermeture des marchés financiers pour le week-end. Victoria avait apparemment utilisé ses comptes de voyage d'entreprise pour tracer un itinéraire spécifique, conçu pour éviter les barrages routiers de la police d'État le long de l'autoroute principale. Voyant la preuve évidente d'une fuite inter-État, Cynthia n'a pas hésité à porter l'affaire au niveau fédéral, activant instantanément un mandat d'urgence du groupe d'intervention contre la criminalité financière. Elle a décroché son téléphone fixe et a demandé une liaison directe avec le quartier général de la police d'État du Massachusetts, leur transmettant l'identité complète d'Edwin et les alertes de vol de véhicules pour crimes majeurs à leurs unités de patrouille. Elle a détaillé méticuleusement les preuves concernant le logiciel espion et les fausseaux de notaire, transformant la ruée folle de mon frère en une accusation criminelle majeure, relevant de plusieurs juridictions. L'agent spécial m'a assuré qu'en franchissant les frontières de l'État avec des biens volés, il s'était de fait privé de toute protection juridique locale. Alors qu'elle finalisait le bulletin numérique, Cynthia m'a regardé depuis son bureau, et m'a promis que tout le poids des forces de l'ordre fédéral était déjà en train de se refermer sur eux. Tôt le lendemain matin, des coups forts et réguliers ont résonné dans mon quartier paisible de Wilmington. L'air frais de l'aube a été brisé par ce martèlement rythmé, me forçant à me lever de la table de la cuisine, où Nicolas était resté éveillé avec moi durant les dernières heures de la nuit. J'ai ouvert la lourde porte d'entrée pour trouver Cynthia debout sur le porche, flanquée de deux officiers en uniforme portant des gilets tactiques et tenant des dossiers officiels. L'enquêtrice fédérale s'est avancée dans le couloir avec une autorité absolue, me présentant immédiatement les mandats de protection d'urgence des biens, ainsi que les déclarations sous serment certifiées de fraude bancaire, nécessitant ma signature manuscrite. Nicolas s'est avancé pour assister à la procédure formelle, s'assurant que chaque gel d'actifs numériques et chaque blocage bancaire en temps réel était parfaitement conforme aux lois du Delaware sur les fiducies. Toute la procédure a été menée avec une efficacité militaire impressionnante, transformant mon salon en un poste de commandement temporaire de la police, avant même que le soleil ne se lève complètement sur la rue. La présence de nombreux véhicules de secours garés le long du trottoir a rapidement suscité une vive curiosité chez les voisins, qui sortaient chercher leur journal du matin. En moins de 30 minutes, une foule de voisins curieux s'était rassemblée près de la limite du terrain, pointant du doigt les voitures de police au gyrophare allumées, et sortant leur smartphone pour photographier le déploiement tactique. Un militant local très actif a pris une photo nette du groupe d'officiers devant ma porte, et l'a immédiatement publiée sur le groupe Facebook du quartier de Wilmington. La publication est devenue virale en moins d'une heure, accumulant des centaines de commentaires malveillants et de théories absurdes, prétendant que j'étais arrêté pour un détournement de fonds massif chez Amtrak. Lire ces fausses accusations sur l'écran de mon téléphone a été perçu comme une humiliation publique volontaire, transformant mon drame familial privé en un divertissement bon marché pour banlieusards désœuvrés. Pendant ce temps, Edwin suivait les retombées numériques de ses crimes depuis une aire d'autoroute, parcourant les forums locaux du Delaware sur son téléphone jetable, tandis que Victoria étudiait leur carte d'évasion. Voir la photo virale sur Facebook des voitures de police garées devant chez moi la remplit d'une satisfaction arrogante, le poussant à croire que sa frappe numérique sophistiquée avait totalement détruit ma vie. Son serveur de messagerie anonyme préprogrammé a exécuté son script automatique. À ce moment précis, envoyant une série de SMS scriptés et moqueurs, directement sur ma ligne personnelle. Ces messages froids se moquaient de mon silence, affirmant que je payais enfin le prix de ma cupidité financière, et que les autorités étaient en train de dévaster ma vie professionnelle.
Il croyait réellement que les gyrophares étaient là pour m'arrêter pour une infraction fictive, ignorant totalement que la présence policière était là. Réponse directe à son propre mandat d'arrêt pour crime. Dès que ces SMS anonymes sont arrivés sur mon téléphone, Cynthia a intercepté la connexion réseau active pour lancer une analyse du signal en temps réel sur l'origine du serveur. L'enquêtrice fédérale a branché mon téléphone sur son matériel de traçage portable, utilisant le signal numérique du script automatique pour isoler l'antenne relais exacte qui gérait le cryptage de son appareil. Le logiciel de traçage a contourné les réseaux proxy secondaires en quelques secondes, localisant précisément Edwin sur un relais routier isolé, situé juste à la frontière du Massachusetts. Ébromant, Cynthia n'a pas hésité à exploiter son arrogance numérique, transmettant instantanément les données géographiques en direct à la flotte de patrouille de la police d'État, qui établissait un périmètre de sécurité près de Boston. Elle a informé les unités de poursuite que les cibles étaient immobiles, permettant aux équipes d'interception tactique d'exécuter une arrestation coordonnée à haut risque, avant que les suspects ne puissent abandonner le SUV Ford Explorer volé. À exactement 22 h ce soir-là, des policiers de Boston ont encerclé un garage isolé dans la banlieue de la ville. Le périmètre sombre a été immédiatement éclairé par l'aveuglante lumière de projecteurs tactiques ultra puissants, faisant miroiter des reflets bleus et rouges sur les murs en béton lézardé de la cour du garage. À l'intérieur ébromant du garage, Edwin et Victoria ont été pris totalement au dépourvu, alors qu'ils négociaient avec un receleur de véhicules pour se débarrasser de mon bien volé. Mon SUV Ford Explorer bleu foncé était déjà hissé sur un pont hydraulique, ses plaques d'immatriculation retirées, et ses numéros de série partiellement meulés. Le suspect tenait un jeu de cartes grises grossièrement falsifié, cherchant à liquider ce bien de valeur pour une fraction de sa valeur réelle, afin d'obtenir de l'argent liquide immédiat et intraçable pour poursuivre leur fuite. Les unités tactiques sont intervenues avec une précision extrême, déployant des techniques d'assaut qui ont plaqué les deux fugitifs sur le sol taché de graisse, avant qu'ils ne puissent attraper les clés de contact. Lors de la fouille immédiate du véhicule saisi, les policiers ont découvert un compartiment secret aménagé, dissimulé sous les lourds tapis de sol en caoutchouc du coffre. À l'intérieur de cette cachette professionnelle, se trouvait une mallette en cuir épaisse, remplie de dizaines de fausses cartes d'identité d'État et de vrais documents de sécurité sociale. L'analyse scientifique menée sur place a révélé que ces documents sensibles appartenaient à au moins 4 personnes âgées vulnérables, résidant dans l'État de l'Indiana. Victoria avait systématiquement utilisé Edwin comme exécutant pour réaliser des vols d'identité similaires auprès de ses seniors isolés, spoliant leurs économies de toute une vie, avant de jeter leur dévolu sur mes propres biens. La découverte de cette seconde cachette a transformé la simple plainte pour vol de véhicules en une vaste enquête sur un réseau criminel sévissant dans plusieurs États, attirant l'attention immédiate de procureurs fédéraux spécialisés dans l'exploitation financière des personnes The âgées. jasmine blooms with La graceful réalité petals and a soudaine radiant fragrance in the fresh spring inculpation breeze, fédérale sans creating a possibilité de calming caution and a fait beautiful voler en natural éclats la atmosphere. façade romantique de leur association criminelle, quelques minutes seulement après leur arrivée au centre de détention local. Victoria a immédiatement trahi Edwin lors de son premier interrogatoire, abandonnant toute loyauté pour se protéger de la peine de prison de haute sécurité qui la guettait. Elle a remis ses appareils numériques personnels, et a fourni un témoignage détaillé aux enquêteurs, dépeignant mon frère comme le cerveau agressif ayant orchestré l'installation du logiciel espion et la falsification des actes. Elle a prétendu qu'elle n'était qu'une simple consultante innocente, manipulée par son ambition financière démesurée. Elle a offert des aveux complets, en échange d'un accord de plaidé coupable négocié. Voir sa partenaire marchander froidement sa liberté a provoqué chez Edwin un effondrement psychologique total, réduisant le voleur arrogant à une épave sanglotante et hystérique, au fond de sa cellule d'interrogatoire en béton. 3 jours après l'arrestation à Boston, Edwin a été officiellement extradé vers le Delaware sous une lourde escorte policière, pour faire face à sa mise en
Accusation formelle devant le grand jury de notre juridiction. Alors qu'il était détenu au centre de traitement du comté, il a utilisé son unique appel téléphonique autorisé pour contacter mon domicile, suppliant le sergent de garde de me passer le poste. Cynthia a géré la demande et a transféré l'appel, laissant sa voix tremblanter. Larmoyante résonnait dans le haut-parleur, alors qu'il implorait ma clémence. Quasi maternelle. Il m'a supplié de manière hystérique de signer un accord civil de non-poursuite, pleurant que l'environnement carcéral détruirait totalement sa vie, et que la famille devait toujours pardonner les erreurs. J'ai écouté ses excuses désespérées et pathétiques dans un silence froid et détaché, avant de refuser fermement d'intervenir dans le processus judiciaire. J'ai calmement informé l'officier présent que toutes les communications futures devaient passer par mon avocat d'affaires, coupant ainsi sa dernière corde de salut émotionnel en raccrochant le téléphone. 6 semaines plus tard, je suis entré dans la salle du tribunal fédéral de Wilmington, vêtu d'un tailleur noir sur mesure. L'immense salle semblait complètement coupée de la chaleur étouffante de l'extérieur, ses hauts murs recouverts de boiseries résonnant du doux froissement des dossiers juridiques et des murmures tendus du public rassemblé. Lorsque l'audience a débuté, le procureur fédéral a projeté un enregistrement massif de communications cryptées sur les grands écrans, afin d'établir l'intention criminelle indiscutable. Les transcriptions numériques ont révélé des dizaines de SMS froids et calculateurs, échangés entre Edwin et Victoria lors de la préparation du vol. Mon cœur s'est changé en glace en lisant les phrases exactes où il me qualifiait de sœur naïve, et de mine d'or gratuite, destinée à financer leur déménagement luxueux à Boston. Voir ces mots odieux étalés devant un tribunal a effacé la moindre étincelle d'affection que je gardais encore pour cet homme que j'avais protégé pendant près de 3 décennies. Lorsque mon nom a été appelé à la barre, je me suis levé avec le calme inébranlable d'une ingénieure d'Amtrak, et je me suis dirigé vers la barre des témoins pour faire face au jury. J'ai livré mon témoignage officiel sans le moindre tremblement dans la voix, expliquant méthodiquement la sécurité opérationnelle de notre structure familiale, et mon refus absolu d'héberger un parasite plus longtemps. J'ai fixé le juge, et j'ai exigé que le tribunal applique toute la rigueur de la loi, afin de protéger notre communauté contre de tels comportements prédateurs. Le juge fédéral a examiné le dossier de vol d'identité couvrant plusieurs États constitué par les forces de l'ordre, avant de prononcer une peine exemplaire, sans possibilité de libération conditionnelle. Edwin a été condamné à 12 ans de prison dans un pénitencier fédéral, tandis que Victoria a écopé de 15 ans, en raison de ses antécédents d'exploitation financière dans l'Indiana. Le tribunal a également ordonné une restitution obligatoire, saisissant tous les biens restants et les comptes cachés à leur nom, afin de restituer la totalité de l'héritage de 450 000 $. 10 mois après le coup de marteau final marquant la fin de ce chapitre épuisant, le rythme de ma vie dans le Delaware a retrouvé une paix profonde et ininterrompue. J'ai officiellement vendu le SUV Ford Explorer bleu foncé dès que les autorités l'ont libéré de la fourrière des pièces à conviction, refusant de garder un véhicule qui portait les empreintes crasseuses d'une trahison familiale. À la place, j'ai acheté une berline bleu marine neuve, et j'ai repris avec fierté mes fonctions à plein temps au dépôt ferroviaire, sachant que mon patrimoine était désormais totalement sécurisé. Chaque samedi après-midi, je mets mes compétences d'analyse au service d'un centre d'aide juridique local, aidant les personnes vulnérables à mettre en place des fiducies irrévocables, afin qu'elles ne soient plus jamais victimes de proches avides. Nicolas est venu chez moi par une fraîche après-midi d'automne, me tendant calmement une enveloppe froissée qu'Edwin avait envoyée par le courrier depuis sa prison de haute sécurité du Massachusetts. La lettre contenait une demande larmoyante et pathétique pour obtenir de l'argent de cantine, enrobé de fausses excuses, mais j'ai choisi de ne pas lire au-delà des premières lignes. Désespéré, je me suis dirigé directement vers la cheminée, et j'ai jeté le papier au milieu des flammes, fermant définitivement la porte à nos liens du sang, sans le moindre remords. Les conséquences sévères infligées à ces individus rappellent
Avec force que la justice finit toujours par rattraper ceux qui exploitent les liens de l'amour. Cette douloureuse expérience m'a appris qu'imposer une limite ferme face à la toxicité n'est pas un acte de malveillance, mais plutôt la plus haute forme de préservation de soi. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers chaque spectateur qui a suivi ce long voyage émotionnel jusqu'au bout. Votre soutien incroyable, et votre attachement à la vraie justice, comptent énormément pour moi, alors que je reconstruis ma vie sur des bases de vérité. Prenez un moment pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez vos réflexions ou expériences personnelles dans la section des commentaires ci-dessous.